Dans cette deuxième partie de leur discussion, Bernard de Montréal et Daniel Ménard abordent le sujet du vieillissement et de la maturité. Selon Bernard, une personne qui est plus en contact avec sa réalité intérieure vieillit moins rapidement et atteint une plus grande maturité plus rapidement. Il prend l'exemple de sa fille, qui ne vit pas sa vie en fonction des paramètres sociaux ou expérientiels, mais plutôt en fonction de sa conscience mentale. Sa vie est donc totalement unique et basée sur elle-même. Bien qu'elle ne partage pas ses expériences avec le public, elle vit une vie intéressante et immersive. Cependant, elle doit aussi supporter seule les conséquences de ses choix et interactions. Bernard illustre cela avec l'anecdote de sa fille qui a été invitée à rencontrer un poète russe, mais qui s'est sentie délaissée lorsque son ami a introduit une autre fille aux attributs physiques plus intéressants. La conscience mentale de sa fille lui permet de faire ses propres choix et de ne pas perdre de temps dans des situations qui ne lui conviennent pas. En résumé, une personne en contact avec sa réalité et sa conscience mentale vieillit moins rapidement et peut accéder à une plus grande maturité. Dans cet extrait d'une conversation, Bernard de Montréal explique que Christine est une personne qui refuse de se laisser impressionner par les grandes personnalités comme Yeltsin. Elle ne veut pas perdre son temps à rencontrer ces gens et pense que ce sont les autres qui n'ont pas assez de maturité pour les manipuler et les présenter. BDM affirme que la maturité implique le contrôle, la capacité à composer émotionnellement avec la vie et à ne pas être trop influençable par le monde extérieur. Il soutient également que la maturité ne nécessite pas nécessairement une grande expérience, mais plutôt une conscience de soi et une identité solide. Selon lui, les personnes conscientes sont moins susceptibles d'être impressionnées ou magnétisées par le monde. Dans cette conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et Denis Lévesque, DM, ils discutent de l'identité et du contrôle. BDM affirme que l'homme n'a pas vraiment d'identité et que lorsqu'il entre en contact avec d'autres personnes, il prend le contrôle de façon créative. Il cite l'exemple de sa femme qui devient un centre d'énergie lorsqu'elle rencontre des gens. BDM explique que plus l'homme a de la lumière, moins il est sujet à des insécurités et plus il est capable de gérer les interactions sociales. M exprime son malaise face à l'idée de contrôle et de manipuler les autres dans le discours de BDM. BDM réagit en expliquant que le contrôle est nécessaire dans certaines situations afin de recentrer l'attention sur la personne présentée et ne pas succomber à des distractions. Il explique que cela est dû au manque de conscience de l'homme. Si l'homme était conscient, il n'aurait pas besoin de prendre le contrôle car il ne serait pas distrait par d'autres choses. BDM cite l'exemple d'un homme rencontrant deux femmes et souligne que le contrôle est nécessaire pour que l'homme se concentre sur la personne présentée et évite les distractions. Il affirme que diviser la conscience d'une personne en deux vibrations est une erreur et manque d'intelligence. Il conclut en disant que l'expérience est intéressante et qu'elle enseigne qu'il faut présenter une personne à la fois, plutôt que deux à la fois. La conversation met donc en avant les idées de BDM sur l'identité, le contrôle et la nécessité parfois de guider les interactions pour éviter les distractions. Lorsqu'une personne a une identité forte et un bon centre d'identité, elle peut interagir de manière anonyme avec son environnement sans chercher constamment à être le centre d'attraction. Cependant, cette capacité dépend des prérogatives de chaque individu. Par exemple, si une personne incarnant une forte vibration antipathique occulte rencontre quelqu'un qui pratique la magie noire ou veut faire de la télépathie avec elle, cela peut créer des tensions et potentiellement ruiner une soirée. Dans de telles situations, la personne prendra le contrôle pour protéger son propre bien-être et celui des autres. Cependant, elle reconnaît alors qu'elle assume la responsabilité d'avoir pris le contrôle de la situation. Il est important de comprendre que dans l'évolution de la conscience mentale sur Terre, les forces de la lumière cherchent à mettre les individus en vibration pour favoriser l'évolution de l'humanité. À un niveau de conscience plus élevé implique de vivre des chocs vibratoires au niveau des corps subtils. Si une personne n'est pas capable de vivre ces chocs, elle n'est pas prête psychiquement à passer à un autre niveau d'évolution. Ainsi, chaque individu doté d'une identité forte a le potentiel d'être un canal pour les forces de la lumière. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de la question de la vibration et de l'identité dans le contexte de la canalisation. Ils soulignent que lorsque l'on est un canal et que l'on est mis en vibration, cela peut être déstabilisant si l'on n'a pas l'expérience de gérer cette énergie. L'expérience permet de s'habituer à la vibration et de la contrôler. Cependant, il note qu'en présence d'une personne pratiquant la magie noire, cela peut être un défi de garder le contrôle de son énergie. Ils expliquent que cela dépend de la vibration et de l'ego de chaque individu. L'expérience est la façon dont on traite sa propre
énergies sont déterminantes pour maintenir l'équilibre dans un tel contexte. Il précise que les forces de la lumière accordent plus d'importance au choc vibratoire qu'à la forme physique. En tant que canal, on est canal, et cela ne dépend pas de nous, mais des autres. Ils ajoutent que même avec une grande expérience, il peut y avoir des situations où l'on peut être pris par surprise et perdre le contrôle. Pour neutraliser cela, il faudrait ne plus avoir de mandat ou de responsabilité. Même s'ils ont de l'expérience, les interlocuteurs admettent qu'ils ne peuvent pas exclure la possibilité d'être affectés dans certaines circonstances. Ils expliquent que lorsque l'on est en fusion, ils peuvent éliminer totalement l'émotion et c'est à ce moment-là que la vibration passe. S'ils laissent encore de l'émotion, on a un certain contrôle. Ils illustrent cela en donnant l'exemple de l'amour qu'ils ont pour leur conjoint. Eux, s'ils ne touchent pas cet amour, ils peuvent garder un certain contrôle, mais s'ils le neutralisent, la situation devient plus complexe. En résumé, l'extrait discute de la relation de l'homme avec les forces occultes et spirituelles. L'auteur souligne que l'homme est toujours en contact avec ses forces et qu'il est important d'apprendre à équilibrer ses forces pour ne pas être possédé par elles. Cela nécessite de l'expérience, une absence de spiritualité, de l'amour pour l'homme et une haine pour les forces occultes. L'auteur affirme également que l'homme doit comprendre que sa relation avec les autres est plus importante que sa relation avec les forces occultes. Il ajoute que la souffrance est souvent associée à une absence d'identité, et que lorsque l'homme aura une identité stable, il ne souffrira plus. Enfin, l'auteur mentionne que la souffrance est simplement une mise en vibration et que plus l'homme devient conscient, plus il est capable de se libérer de l'illusion de cette souffrance. Le narrateur explique qu'il vit une sorte de jeu où il est capable de contrôler les événements de sa vie. Il affirme ne ressentir aucune émotion et ne pas se soucier de la vérité ou de l'opinion des autres. S'il est trop perturbé par quelque chose, il est prêt à prendre des mesures pour changer sa vie, montrant ainsi sa capacité à prendre le contrôle. Il souligne que l'homme en évolution n'a jamais cette volonté et ne peut pas briser le pouvoir des forces occultes sur sa conscience quotidienne. Le narrateur explique que prendre le contrôle signifie être en mesure de maîtriser ce que le monde lui fait vivre plutôt que de vouloir contrôler les autres individus. Il affirme également que lorsqu'on a une identité forte, on réalise que tout commence et finit par soi-même, devenant le centre de tout, tout en respectant les autres. Il explique que ceux qui peuvent respecter les autres sont très matures, car ils ont la capacité de ne pas juger les autres et de les aimer mentalement. L'amour mental est décrit comme la gestion d'une relation, plutôt qu'une affection émotionnelle intense. Selon l'enseignement du mystique Bernard de Montréal, il existe deux formes d'amour, l'amour émotionnel et l'amour mental. Dans l'amour émotionnel, le respect est conditionné par nos propres émotions et intérêts personnels. Si l'autre ne répond plus à nos attentes, notre amour diminue. En revanche, dans l'amour mental, le respect est inconditionnel et indépendant de nos émotions. On est capable de soutenir et de laisser l'autre continuer son chemin, même si cela ne nous concerne plus directement. Bernard de Montréal souligne que l'amour émotionnel est en réalité une forme de vol, où l'homme utilise constamment les énergies de l'autre pour son propre bénéfice. En revanche, l'amour mental est un amour donnant sans condition, où l'on est prêt à partager et à aider l'autre. L'amour mental implique également la capacité de couper avec nos émotions qui nous incitent à voler, à dominer et à manipuler. Ainsi, plus on est conscient de ses forces invisibles et plus on les maîtrise, plus on est capable d'aimer véritablement l'homme. L'amour mental est donc lié à la générosité et à la protection de l'autre. Cependant, il faut faire un effort conscient pour développer cet amour mental, car il est très différent de l'amour conditionnel de nos émotions. Dans cette tirade, Bernard de Montréal parle de la protection de ceux qu'on aime. Selon lui, si on aime véritablement l'homme, on doit le protéger de nous-mêmes. Il explique que sa plus grande preuve d'amour envers sa femme est de la protéger de sa vibration négative. Il dit que sa femme a deux tendances contradictoires, elle le déteste en tant qu'initié, mais elle aime l'homme en lui. S'il devient trop influencé par les forces occultes, elle est prête à le quitter. Il souligne que pour aimer l'homme, il faut se désaffranchir des autres influences. Il se pose aussi des questions sur l'occulte et la nature de la réalité. Il mentionne la nécessité pour l'homme de se désaffranchir des forces occultes et de comprendre la nature du divin. Il conclut en disant que l'homme doit être prêt à obtenir des réponses fondamentales à la vie pour évoluer mentalement. Cette discussion entre DM et BDM aborde la question de la spiritualité, de l'identité et de la connexion avec eux autres, une entité mystérieuse.
BDM explique que plus on se plonge dans les archives personnelles et qu'on se libère des émotions, plus la vie peut sembler ennuyeuse. Il souligne qu'avoir de l'identité permet de parler de ces sujets, mais que cela varie selon les personnes. Il mentionne que sa femme a de l'identité mais préfère s'exprimer à travers le cinéma. DM interroge alors la relation entre identité et envie de parler de ces sujets, et BDM explique que cela dépend des vibrations et des rôles de chacun. Il conclut que chacun a une fonction spécifique et un canal correspondant. BDM met également en garde contre le danger de se spiritualiser et de se déconnecter de la réalité matérielle. Il se questionne sur la manière de rester groundé tout en ayant une relation avec eux autres. BDM explique que plus on est groundé, moins on est influencé par eux autres, mais qu'en réalité, cela signifie simplement être moins enclin à acheter leurs produits. Finalement, il discute de ce qui permet de rester groundé selon Boulevard M, qui mentionne des activités terrestres telles que manger, aller au cinéma, s'occuper de ses biens matériels. DM souligne ensuite que de plus en plus de personnes se dirigent vers la Terre aujourd'hui. Dans cette conversation entre BDM et DM, ils discutent de la façon dont les gens se comportent lorsqu'ils se spiritualisent et deviennent plus conscients. BDM affirme être matérialiste mais dit qu'il est épuisé de se tourner vers des plans spirituels et qu'il préfère expérimenter la beauté ici et maintenant. Il critique également les religions, les qualifiant de vampires qui demandent aux gens de donner tout en accumulant des richesses pour eux-mêmes. BDM affirme que les gens doivent cesser d'être manipulés émotionnellement et devenir plus intelligents dans leur générosité. Il explique que sa générosité est basée sur ce qui est bénéfique pour lui, mais également pour les autres, et qu'il prend des décisions basées sur son intelligence plutôt que sur ses émotions. Lors d'une conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, explique à Didier Montréal, DM, que chaque individu est responsable de ses choix et de sa propre conscience. BDM souligne l'importance de se connecter à ses propres ressentis et sentiments pour prendre des décisions qui correspondent à sa propre vérité. Il explique également que nous sommes toujours en contact avec les forces de la lumière, mais que nous devons rester fidèles à notre propre conscience. Si quelqu'un demande quelque chose et que nous n'avons pas envie de donner, il est préférable de ne pas le faire, car cela ne correspondrait pas à notre véritable volonté. BDM souligne que lorsque nos émotions et nos pensées entrent en conflit avec notre désir, cela indique une rupture de notre conscience personnelle et une perte d'intelligence. DM demande ensuite si une personne ayant une forte identité peut avoir du mal à interagir avec des personnes qui n'ont pas d'identité. BDM répond que cela dépend du niveau de conscience de la personne. Plus nous sommes conscients, moins nous avons tendance à développer des liens extérieurs, car nous sommes souvent déçus par ce dernier. Cela peut conduire à une diminution des relations externes et à un isolement vibratoire permettant de se protéger. DM soulève ensuite la question de l'isolement dans le contexte du travail. BDM explique que la conscience est un tout et que cela peut varier en fonction du travail et d'autres aspects de la vie. Cependant, globalement, plus nous sommes collectifs, moins nous avons tendance à avoir une forte identité. DM demande alors si se détacher des émotions intenses et des passions du passé peut permettre de se projeter vers une nouvelle vie conforme à cette identité. BDM affirme que nous cherchons à souffrir le moins possible en nous détachant de ce qui engendre la souffrance, car nous n'avons plus les mécanismes de défense que nous avions lorsqu'on était inconscient. Enfin, DM aborde la question de l'apparence de rejet que peuvent ressentir les autres face à l'isolement d'une personne qui a une forte identité. BDM explique que cette personne peut simplement expliquer sa démarche et son besoin de paix à son entourage. Pour éviter les malentendus. Dans cette conversation, le sujet principal abordé est la liberté et son rôle dans la construction de l'identité. BDM affirme que la liberté est essentielle pour lui et qu'il est attiré par les personnes qui le laissent libre, tandis qu'il se détache de ceux qui cherchent à le lier. Il explique que sa liberté est liée à son magnétisme et à sa capacité à attirer les gens, mais qu'elle peut parfois devenir étouffante et nécessite un certain contrôle. Il souligne également que le besoin de liberté varie d'une personne à l'autre, en fonction de leurs besoins internes. Le dialogue aborde également la question de l'isolement et de la façon dont il peut différer d'un individu à l'autre. BDM explique que chaque personne vivra son isolement selon ses propres besoins et préférences. Par exemple, il prédit que la forme d'isolement de la personne à qui il s'adresse sera de ne pas être obligé de travailler en public à l'avenir. Il ajoute que chaque individu a sa propre forme d'isolement qui lui apporte la paix, mais que les modalités peuvent être différentes en raison des différences psychiques de chacun. Enfin,
BDM affirme que vieillir peut être bien vécu lorsque l'on a la paix intérieure. Il explique que la vieillesse est souvent mal comprise en raison de la peur de la mort et des éléments négatifs qui y sont associés. Il soutient que la vieillesse est en réalité plus intéressante que la jeunesse et que si l'on pouvait comprendre la mort, on pourrait alors pleinement apprécier cette période de la vie. La vieillesse nous confronte à la réalité du temps qui passe, et les personnes âgées ont souvent le recul nécessaire pour apprécier leur existence sans avoir envie de revenir en arrière. Cette illusion de jeunesse est relative et se confronte à la mort, mais certains croient en l'immortalité et en la continuité de la conscience sur d'autres plans.